disposons et que nous avons toujours utilisées, ce sont les actions d'éclat. Ce sont les marches, ce sont les manifestations, ce sont les conférences de presse, ce sont les discours que nous utilisons pour informer le peuple, pour l'orienter et pour diriger ses pas dans la contestation quotidienne, sur le terrain et dans les médias. Nos moyens aussi, ce sont les contacts tous azimuts avec la communauté internationale des droits de l'homme et la communauté des démocrates sur le plan international. Dans les forums internationaux, dans les forums sous-régionaux, nous allons encore accentuer notre présence pour mettre la Mauritanie à rude épreuve dans toutes les institutions dans lesquelles elle est membre. Et nous pensons que sur ce que nous comptons le plus, c'est la mobilisation de notre peuple pour créer un rapport de force politique sur le terrain qui va amener le pouvoir à dégager et à partir. Wassalamu ala Rasulillah. Je remercie mon collègue, le président Gueye. Je remercie l'organisation Jamra. Je remercie les membres, dirigeants et les militants, mais aussi les militantes de IRA Sénégal, donc notre section ici au Sénégal. Je remercie les journalistes qui sont venus ici nombreux, de leur présence, de leur intérêt. Et de prime abord, je voudrais me féliciter et souhaiter davantage de coopération entre les gouvernements sénégalais et le gouvernement mauritanien. Quelle que soit ma position, hostile à juste titre à l'illégitimité du gouvernement mauritanien, je suis dans l'optique de souhaiter et d'agir dans le sens que nos deux gouvernements travaillent dans le sens de la concorde, de l'intégration, de l'entente pour soulager les problèmes de nos deux peuples interdépendants. Car je pense que le peuple sénégalais et le peuple mauritanien sont des peuples interdépendants. Donc, j'invite aussi tous les gouvernements sénégalais et mauritaniens à aller davantage dans la concorde, dans l'intégration, dans la collaboration. Et j'invite les oppositions de part et d'autre, l'opposition sénégalaise, l'opposition mauritanienne, à agir dans le sens de prendre compte de la sensibilité des relations entre les deux pays. Car il y a des antécédents, et des antécédents graves et dangereux qui ont porté préjudice à nos deux pays, à la quiétude des Sénégalais de Mauritanie et des Mauritaniens du Sénégal. Donc, je voudrais que, quel que soit le cas de figure, que toute la classe politique, opposition ou pouvoir dans les deux pays soient tous sensibles à cette situation. Car de cette situation, de cette position, bénéficie d'abord le peuple. Et le peuple, qu'il soit peuple sénégalais et mauritanien, sont la finalité de notre action à nous en politique. Notre action vise à les servir, à les soulager, à améliorer leurs conditions de vie, à leur créer des espaces d'activité au sein des deux pays. Deuxièmement, je voudrais confirmer la lutte dure que nous avons menée contre les anachronismes, contre l'esclavage domestique et d'État, contre le racisme domestique et d'État en Mauritanie. L'esclavage qui traverse toutes nos sociétés, toutes nos ethnies en Mauritanie. Que ce soit les Soninké, que ce soit les Peuls, que ce soit les Maures. Nos sociétés, que ce soit les Bambara, les Wolofs, nos sociétés sont des sociétés esclavagistes. Et continuent encore de l'être malheureusement, à des degrés différents,
à des degrés qui ne sont pas les mêmes. Donc, la lutte contre l'esclavage n'est pas circonscrite comme l'ont fait les élites panafricaines des années 60, des années d'indépendance, et les Afro-Américains des années 50, 60 et 70. Ils ont circonscrit l'esclavage et la lutte contre l'esclavage dans les relations entre l'homme blanc et l'Afrique, entre les Européens et les Africains, c'est-à-dire le commerce triangulaire qui a saigné l'Afrique. Et il n'est jamais assez de dénoncer cette hémorragie qu'a coûté à l'Afrique le commerce triangulaire, l'esclavage transcontinental. Mais aussi un autre esclavage n'a jamais été dénoncé. C'est l'esclavage transsaharien, l'esclavage oriental, un esclavage qui a aussi saigné les Africains sur les routes du Sahara, les routes d'Orient. Beaucoup de millions et des dizaines de millions d'Africains ont été transportés par la route transsaharienne vers l'Afrique du Nord, vers le Moyen-Orient, vers l'Arabie, vers l'Asie, jusqu'au fin fond de l'Inde. Ces Africains ont été transportés là-bas, chosifiés, maltraités, humiliés, comme l'ont été les Africains par la route de Gorée, que vous connaissez très bien, la route de Ouida au Bénin, de Gorée au Sénégal, et d'ailleurs, et qui a donné le peuplement actuel des Amériques, que ce soit l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ou les Caraïbes. Ce sont des Africains qui ont été transportés d'ici. Donc, ce sont deux situations douloureuses, historiques. Et avec une troisième, c'est l'esclavage qui est antérieur à la traite arabo-musulmane et à la traite triangulaire. C'est l'esclavage interne en Afrique. Donc l'esclavage transsaharien, arabo-musulman comme l'esclavage africain, interafricain n'ont jamais été revisités, n'ont jamais été remis en cause, car par un souci d'un pragmatisme inouï, un pragmatisme malhonnête des pères de l'indépendance africaine, des pères de l'Union africaine, de l'OIA, de l'Organisation de l'Unité africaine, des pères, voilà, d'élites descendantes en Amérique, par un souci vraiment hypocrite d'une solidarité tiers-mondiste contre l'homme blanc, contre l'Occident. Ces lutteurs ont omis ces esclavages, c'est des esclavages extrêmement gravissimes qui continuent à sévir dans tous les pays du Sahel-Sahara. Car il y a des mouvements anti-esclavagistes au Niger, au Mali, au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali, au Sénégal, au Niger et en Mauritanie contre les esclavages internes. Donc des Africains qui esclavagisent d'autres Africains. Là, c'est un combat qui nous est cher, mais le propos qui nous amène ici aujourd'hui, c'est le propos des luttes des Africains pour leur démocratisation, pour que les Africains s'approprient leur destin, leur gouvernance, pour que les Africains s'approprient les richesses de leur pays, pour que les Africains puissent avoir la mainmise, la surveillance, le contrôle sur la gestion des économies africaines, des richesses africaines et des deniers publics africains. Donc, il faut que les Africains tournent la page des gouvernances arbitraires, des gouvernances minoritaires, des gouvernances vraiment de délinquants économiques et politiques et de fauteurs de droits de l'homme. C'est pourquoi nous sommes dans une dynamique en Mauritanie où toutes les ethnies, les jeunesses de toutes les ethnies, que cette jeunesse soit arabo-berbère, que cette jeunesse soit Wolof, soit Soninké, soit Bambara, que cette jeunesse soit Haratin, et le peuple aussi avec la jeunesse, sont unis pour sortir de la compartimentalisation ethnique. Un pouvoir qui se légitime par l'invocation du danger pour une communauté face à d'autres communautés qui sont considérées comme des périls. Ceci a fracturé vraiment les classes politiques
Au Cameroun, les classes politiques entre anglophones et francophones, les classes politiques en Côte d'Ivoire entre musulmans et non-musulmans, les classes politiques au Mali entre Touaregs et autres Maliens du Sud ou Malinké, ces fractures qui se multiplient en Afrique et qui font le lot des dictateurs, le lot des élites, de malfaiteurs, des délinquants en col blanc, des délinquants économiques, des délinquants qui érodent les droits politiques, les droits de l'homme, les droits économiques des Africains. Ce qui a fait que que nous sommes enlisés dans des républiques bananières dans lesquelles l'ethnie elle-même est un programme politique. Et un programme politique qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas avancer et qui ne garantit pas l'égalité entre les citoyens, qui ne garantit pas une gestion saine des deniers publics, qui ne garantit pas l'alternance entre la classe politique, qui ne garantit pas l'égalité entre les régions et qui ne garantit pas, surtout qui ne garantit pas le développement économique et qui implique un pillage sectaire des richesses du pays. Ce qui a affaissé nos républiques, qui a affaissé nos économies, qui a plombé le développement de nos pays. Et c'est aussi ce système de gouvernance ethnique, ce système de gouvernance gabégiste et de pillage systématique des économies des peuples africains a été depuis toujours la gouvernance en vogue ici en Afrique. Nous sommes contents pour que le Sénégal sorte de ce lot parce que le Sénégal et les Sénégalais sont un peuple qui a imposé l'alternance par sa maturité, par l'imposition d'institutions chargées de superviser et de contrôler et de mettre en action la démocratie africaine, ce qui a garanti l'alternance régulière pour les Sénégalais. Donc, les autres Africains sont enlisés dans des guerres civiles, dans des luttes ethniques, dans de la gabegie, du pillage des richesses. Mais le grand danger qui s'ajoute à ce danger, c'est que les Européens, les Occidentaux, les institutions internationales et sous-régionales, comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, des pays comme les pays européens, les pays d'Amérique du Nord, qui sont censés être des pays démocratiques, des pays du monde libre. Ce sont ces pays et ces institutions qui corroborent, qui soutiennent ce genre de gouvernance hors la loi, de gouvernance ethnique, de gouvernance gabégiste, dans le sens de garantir à eux les intérêts économiques, politiques et sécuritaires au détriment du choix du peuple, de l'intérêt des peuples africains. De l'Occident dans notre sous-région du Sahel-Sahara, Badelel, l'Occident a été mis en dehors, a été chassé en dehors du Niger, en dehors du Mali, en dehors du Burkina Faso, et il est à la porte de la Guinée pour sortir, à la porte du Tchad et d'autres pays encore, parce que l'Occident a choisi le court terme au lieu de choisir les principes démocratiques et le développement de la démocratie, le soutien à la démocratie, le soutien aux peuples qui se battent pour leur bien-être, pour leurs droits, qui se battent pour développer leur peuple. Donc, l'Afrique maintenant est entre deux fers, est entre le marteau et l'enclume. Il est entre le marteau des dictateurs voyous, délinquants économiques avec leurs bandes de pillards, de voleurs et d'élites sans aucune intégrité, sans aucune moralité, sans aucune dignité, d'une élite d'hypocrites, de menteurs, de voleurs et de pilleurs. Elle est entre l'enclume de l'émigration
vers l'Occident, l'émigration vers l'Europe et vers les États-Unis. Ces deux paramètres sont les paramètres qui sont en train vraiment d'endeuiller l'Afrique. L'immigration, nos jeunes, la crème de la jeunesse africaine est en train de mourir dans la mer, en train de périr. Combien de foyers sénégalais, combien de villes, de villages sénégalais ont perdu des enfants dans la mer? Combien de foyers mauritaniens, de foyers guinéens, de foyers gambiens? Et la liste est longue. De nos pays ont perdu leurs enfants, engloutis par la mer, à la recherche d'un espoir, car l'espoir est bouché par la mauvaise gouvernance. L'espoir est bouché par le pillage des richesses, le pillage de notre élite corrompue avec les multinationales occidentales qui pillent nos richesses et qui imposent leur forme de démocratie viciée, de fausse démocratie et d'élections fausses. Et c'est l'alliance entre les pouvoirs faussement élus, comme le pouvoir mauritanien, entre les présidents faussement élus, comme le président mauritanien, et les Occidentaux, et les institutions impuissantes, les institutions mortes, les institutions qui sont devenues un fardeau, les institutions qui sont devenues des institutions de faux témoignages contre les Africains, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, que ce soit les Nations unies parfois et souvent, que ce soit, voilà, cette alliance, cet axe entre les multinationales occidentales, l'Occident qui donne des certificats de bonne conduite aux présidents qui volent leur peuple, qui pillent leur peuple, qui oppriment leur peuple, qui tuent leur peuple et qui fraudent les élections et qui empêchent le peuple de s'exprimer, et des présidents et des pouvoirs qui confisquent la volonté populaire. C'est contre ce fardeau, contre ces ennemis, contre ce colonialisme nouveau, cet impérialisme nouveau, interne, dangereux, nuisible, écrasant, contre lequel les peuples d'Afrique et les peuples du Sahel-Sahara doivent se révolter, doivent se soulever. C'est ça notre combat. Notre combat n'est pas un combat d'un peuple contre un peuple, un combat d'une ethnie contre une ethnie, mais notre combat contre une seule race qui écrase les Africains, la race de ceux qui nous gouvernent par les moyens illégaux, les faussaires des élections, les faussaires des recensements, les faussaires des contrats avec les multinationales, avec l'Occident, les faussaires des tableaux économiques des Africains pour voler les Africains, pour les appauvrir. Notre combat est contre cette race qui est partout dans la majeure partie des gouvernements africains. Sauf ceux qui acceptent, qui ont mis les mécanismes et qui ont garanti les mécanismes pour que le peuple s'exprime régulièrement pour choisir ses représentants. Comme ce qui se fait au Sénégal, ce qui se fait au Nigeria, ce qui se fait au Ghana. Mais les peuples des autres pays africains sous la coupe de l'arbitraire doivent lutter, doivent chercher les moyens de se libérer, doivent mettre out, en dehors des cercles dirigeants, ces pilleurs, ces tricheurs. C'est pourquoi, comme l'a dit mon collègue Makhtar, oui, pourquoi l'Occident? Pourquoi l'Union européenne? Pourquoi les Nations unies? Pourquoi l'Union africaine? Pourquoi l'Organisation internationale de la francophonie? Pourquoi l'Organisation internationale de la conférence islamique? Pourquoi la Ligue arabe? Pourquoi la CEDEAO accepte et témoigne un témoignage faux que le gouvernement, que le président actuel de la Mauritanie est élu démocratiquement, alors
que ce président et son pouvoir ont pris le soin d'interdire tous les partis qui s'opposent à eux de manière efficace. Ils ont interdit tous les partis qui sont capables de les battre, les partis qui sont capables de leur faire ombrage dans des élections régulières, les partis qui sont issus des mouvements qui sont sortis du peuple, de l'intérieur du peuple, de la volonté du peuple, qui sont sortis de la douleur que vivent les peuples, que vive le peuple mauritanien. Ces mouvements représentatifs de l'espoir des populations mauritaniennes, comme le parti RAC par exemple, et 12 autres partis qui constituent la coalition Biran président 2024, tous ces partis ont été interdits par le pouvoir mauritanien. Donc le parti aligne avec lui dans des élections. Chaque élection législative, municipale ou régionale, des partis qui lui sont acquis à l'avance. Des partis qui représentent des seconds couteaux pour le pouvoir, pour le parti au pouvoir. Et nous, nous sommes interdits. Et ils disent, venez nous compétir alors que nous sommes interdits de poser des candidatures, sauf si on a un parti politique et les candidatures indépendantes sont interdites. Alors qu'ils interdisent nos partis. Donc nous sommes obligés de rester en dehors du jeu démocratique. Est-ce que si Macron avait interdit les partis qui s'opposent à lui en France et avait choisi des partillons qu'il légalise, qu'il légitime et avec qui il fait une compétition comme la bataille entre David et Goliath, desquels il fait une seule bouchée au premier tour, est-ce que ça c'est la démocratie? Est-ce que si le parti démocrate américain interdit le parti républicain et fait une élection unilatérale, est-ce que ça s'appelle la démocratie? Est-ce que si en Angleterre le parti travailliste avait interdit le parti des conservateurs et organisé des élections unilatérales dans lesquelles il est l'omnipotent parti, est-ce que ça s'appelle de la démocratie? Est-ce que c'est ce que fait le gouvernement mauritanien? C'est ce que fait le régime mauritanien. Et c'est ce que les Occidentaux appellent démocratie. Et c'est pourquoi, et c'est pour cela, pour ce haut fait d'armes dictatoriales, que les présidents des pays occidentaux et de certains pays africains ont félicité. Le président Kazouani, félicité pourquoi? Tu as interdit les partis. Tu as interdit le recensement aux populations qui s'opposent à toi, qui voteraient à toi. Est-ce que si les populations qui voteraient pour Sonko et Diomaye, les élections passées, si toutes ces populations avaient été interdites de vote, de s'inscrire dans les listes, si le parti APR avait inscrit seulement les populations qui lui sont favorables et a fait les élections et qu'il a gagné, est-ce que ça s'appelle la démocratie? Non. Mais c'est ce qui se passe en Mauritanie. Le parti au pouvoir, il interdit le recensement sur le registre électoral aux populations opposantes et permet à sa seule population, ses seuls partisans, de voter. Il interdit les bureaux de vote. Là où nous sommes, où nous allons gagner, où nous sommes donnés favoris. Par exemple, au Sénégal, où il y a plus de 300 000 Mauritaniens. Pourquoi les Mauritaniens du Sénégal sont interdits de bureaux de vote? Parce que tous les pronostics disent qu'ils vont voter pour l'opposition. Et le pouvoir les saute, il part en Arabie Saoudite, là où il y a ses partisans pour implanter des bureaux de vote vides, où il n'y a que des fantômes, ou quelques rares personnes affiliées au gouvernement. Pourquoi les partis, les concurrents, opposants, sont interdits de bénéficier du financement de leur campagne? Pourquoi le parti au pouvoir en Mauritanie, le président actuel, le chef de l'État, qui a usurpé le pouvoir dans les élections du 29 juin passé, lorsque je l'ai battu dans toutes les villes, là où il y a la vie, je l'ai bâti. Là où vivent les Mauritaniens, je l'ai bâti à plate couture. C'est pourquoi il a émigré, il a transféré le combat dans le désert où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas de citoyens, où il n'y a pas les constitutifs d'un bureau de vote. Un bureau de vote doit exister là où il y a un bâtiment public. Il a émigré en enfreignant la loi
pour aller dans des déserts où il n'y a pas de bâtiment public, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de vie. Et il a implanté des bureaux dans le désert. Et comment ces bureaux, on les a fait voter contre nous? Ce sont des listes électorales où il y a des dizaines de milliers de Mauritaniens qui ont été inscrits arbitrairement sur les listes, sans leur consentement souvent. Et ces listes ont été envoyées dans ces bureaux de désert. Et un centre de vote dans le désert où il y a 10 000 votants, 5 000 votants, 4 000 votants, 3 000 votants ou 1 000 votants. Pour 1 000 votants, il y a 5 personnes qui partent, ils vont voter pour les 1000. Et ils ont une seule consigne, voter dans la case du chef de l'État. Et ça, c'est fait partout. Pour 10 000 personnes, on envoie. Pour 6 000 personnes, on envoie 60 personnes, il va voter pour les 10 000. Et le pouvoir prend une CENI qui est à sa botte. Une commission électorale, ils disent indépendante. Non, ils la prennent parmi leurs laudateurs. Le président de la CENI, le président du Conseil constitutionnel. Ce sont les deux institutions qui sont chargées de garantir la transparence des élections. Mais ces deux institutions sont dirigées par deux hommes qui ont soutenu avec hypocrisie, avec faux témoignages, tous les coups d'État que l'actuel général Ould Ghazouani a fomenté en Mauritanie depuis 2003 jusqu'à nos jours, depuis 2005 jusqu'à nos jours. Les 4 ou 5 coups d'État dans lesquels il a trempé, ces deux hommes sont ses inconditionnels, ses laudateurs. Et ils ont toujours soutenu le pouvoir, même dans ses atrocités, lorsqu'il y avait des génocides contre les Noirs. Même dans ces atrocités, dans l'application de l'esclavagisme qui sévit encore en Mauritanie. Mais comment? Un homme qui n'a jamais dit non, un homme qui a toujours suivi le pouvoir, comme les chiens suivent son maître. Comment on peut les prendre et les mettre dans des institutions chargées d'arbitrer les différents? Si vous aviez des hommes comme ceci, les élections passées au Sénégal allaient chavirer. Et la volonté du peuple ne serait pas respectée. Mais pourquoi la communauté internationale choisit le chemin le plus facile, le chemin le plus court, le court terme, pour soutenir un gouvernement qui n'a rien de démocratique, pour dire que c'est un gouvernement démocratique? Le jour des élections, le 29 juin, plusieurs de mes mandataires ont été arrêtés, emprisonnés. Ils ont disparu sans qu'on sache là où ils sont. C'est 4 jours après que le gouvernement les a relâchés. Après les élections, les citoyens mauritaniens se sont soulevés de joie, sans aucun acte offensif, sans aucun acte agressif. Toutes les villes de Mauritanie, toutes les populations des villes sont sorties, parce que les populations des villes mauritaniennes avaient voté massivement pour Biram Dabeid. Et le chef de la junte militaire qui a fomenté son premier coup d'État en 2005, et depuis lors il est au pouvoir, au début comme second, pendant les 12 premières années. Mais après, il a pris les commandes, et il est toujours dans les commandes. Les populations mauritaniennes qui ont voté des villes, des grandes villes mauritaniennes, lorsqu'ils ont vu qu'ils ont massivement voté pour moi et que le pouvoir a massivement écrasé le candidat du pouvoir, ils sont sortis manifester leur joie. Qu'est-ce qui a été fait? Des jeunes à la fleur de l'âge ont été massacrés, arrêtés, sains et saufs. La gendarmerie les a invités à les suivre, les ont suivis. Ils ont été massacrés dans des cachots de la gendarmerie. Plus de 2000 de mes partisans ont été arrêtés, emprisonnés, torturés pendant 9 jours et relâchés. Une campagne de diabolisation, nous taxant d'être
Une taxation de tous les mois a été enclenchée par le pouvoir. Donc, comment un pouvoir qui est jugé parti, qui enfreint les principes élémentaires de la démocratie, du vote transparent et équitable, comment ce gouvernement est soutenu par l'Occident, par l'Union africaine, par l'Union européenne? C'est l'objet de ma dénonciation. Aujourd'hui, on a assisté à Nouakchott, dans les confins de Nouakchott, à une investiture du président soi-disant élu, Mohamed Cheikh Ghazouani, le président mensongèrement élu, faussement élu, qui est soutenu contre la volonté du peuple par les Occidentaux, par l'Union africaine, contre la volonté du peuple mauritanien. L'investiture a été faite sous les auspices de tous les délinquants économiques que connaît le pays, qui pillent les richesses du pays, qui s'engraissent au détriment du pays, qui appauvrissent le pays et qui détruisent les infrastructures sanitaires, scolaires, les infrastructures hydrauliques, les infrastructures de transport d'un pays qui est délabré, qui est appauvri, un pays qui n'a plus aucun service qui marche, un pays qui regorge de richesses minières, que ce soit l'or, que ce soit le fer, que ce soit le cuivre, que ce soit le phosphate, que ce soit le gaz. Voilà, c'est pourquoi je considère que ceci est une menace pour la paix dans la sous-région et la paix en Afrique. Je pense que le court terme, le plus court, le plus facile, choisi par l'Occident, choisi par l'Union africaine, choisi par la CEDEAO, choisi par l'Organisation de la francophonie, ce chemin, ça risque encore d'enliser l'Afrique dans le désordre et dans les guerres. Ce qui a amené le désordre au Mali, ce qui a amené que les peuples africains ont rejeté la démocratie, qui est devenue un enfer pour eux parce que c'est une fausse démocratie. Parce que c'est la démocratie des pilleurs, des voleurs, des dictateurs, des malfaiteurs. Et pourquoi l'Occident, pourquoi l'Union africaine, pourquoi la CEDEAO identifient leur vision de la démocratie avec la vision des dictateurs qui pillent, volent, oppriment, maltraitent leur peuple et les mentent. Voilà, c'est là où se trouve tout le problème. C'est là où se trouve tout le problème. Et c'est là l'objet de mon combat avec une jeunesse africaine désemparée, qui s'adonne maintenant à la mort, au suicide, dans la mer Méditerranée, sur toutes les côtes de l'Occident, dans des embarcations de fortune, des embarcations qui sont des brancards de quelqu'un qui va vers le cimetière, qui va vers la tombe. Mais il est temps qu'on secoue la jeunesse africaine. Je demande à la jeunesse africaine de se tenir debout, de se lever contre cet état de fait. Je demande aux Africains, aux leaders africains, de prendre comme exemple ceux qui luttent et se sacrifient, comme ici au Sénégal. Ils ont lutté, les gens du PDS et les autres partis alliés, les gens de PASTEF et les partis alliés, ils se sont sacrifiés contre l'arbitraire. La jeunesse africaine, la jeunesse mauritanienne, toutes les jeunesses de l'Afrique doivent sacrifier. Leur continent est très riche. Leurs pays sont très riches. Ils ont des potentialités économiques énormes. Ils ont des jeunesses, des cadres bien formés. Leurs pays peuvent bien être développés. Ils n'ont pas besoin de risquer leur vie dans la mer. Ils doivent avoir leur espoir ici, qui peuvent être réalisés ici. Mais il faut un effort de combat. Mais ce combat doit être une synergie entre toutes les jeunesses africaines, tous les peuples africains, tous les hommes, toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté en Afrique. Je promets aux Africains
à la jeunesse africaine que je suis déjà parti 5 fois en prison. Je suis parti à aller 10 fois. Je suis prêt à mourir en prison pour la libération de l'Afrique. Pour que l'hémorragie, la perte en vie humaine de la jeunesse africaine puisse avoir son terme et pour que les Africains souffrent le repos, les Africains puissent enfin voir le bout du tunnel, la liberté, la prospérité chez eux. Et je remercie, avant de finir, Urgence panafricaine, qui est une organisation panafricaniste qui nous a toujours soutenus avec tous ses moyens, en tout lieu et en toutes circonstances. Je vous remercie. Comment Bouki partage des choses? Wow. C'est la même chose sur les partis politiques en Mauritanie. Parce que quand moi, je n'ai pas de parti politique, je ne peux pas faire des activités politiques. Et c'est au moment de l'élection présidentielle qu'on me permet de faire des activités politiques pendant 15 jours de campagne. Alors que le président lui-même et ses alliés ont des dizaines de partis politiques. Et depuis le début du quinquennat, ils commencent à faire la politique, à faire leurs cellules, leurs sections, leurs sous-sections, à faire leurs meetings, à faire leurs activités, à trouver des subventions, à gagner de l'argent, à trouver des cotisations, alors que nous sommes interdits de cotisation, interdits de se réunir, interdits de faire des cellules, interdits d'avoir des sections, interdits de faire connaître notre visage politique de manière légale. Jusqu'à 15, pendant les 15 jours de campagne, on nous dit, venez, posez votre candidature. Vous pensez que ça c'est normal, que ça c'est équitable? C'est ce qui existe chez nous. Pour aussi les élections législatives, municipales et régionales, ils ont pris le soin d'interdire les élections, les candidatures indépendantes. En même temps, ils ont interdit nos partis. Parce que s'ils interdisent notre parti, on peut être candidat indépendant dans les élections législatives, municipales et régionales. Mais ils ont dit, dans la loi, ils ont changé la loi. Ils ont dit, toute candidature dans les élections municipales, régionales ou législatives doit être à travers un parti. Donc, nous sommes totalement en dehors. Et pour être député dans un parti ou maire, il faut qu'on négocie avec un autre parti et il va nous donner une ponction congrue. Certaines circonscriptions dans lesquelles on va candidater. Est-ce qu'on peut trouver notre envergure avec ça? Bon. La question sur les bureaux du désert. Oui. Dans tous les bureaux de la Mauritanie, on peut avoir des représentants. Mais dans les bureaux du désert, là-bas, il y a la loi du désert. Nos représentants qui sont venus là-bas nous représenter, c'est la gendarmerie et la CENI en collusion avec le parti au pouvoir et les dignitaires qui les représentent dans la localité, qui nous mettent dehors, qui molestent nos représentants, qui les sortent des bureaux et qui mettent eux ce qu'ils veulent dans les bureaux. Et la CENI, c'est la CENI qui le fait, et les gendarmes, et ils l'entérinent. Et c'est avec ça, avec ces voix que Ghazouani prétend qu'il a gagné. C'est avec ces voix que Diomaye Faye a pu là-bas aller féliciter Ghazouani. C'est quelqu'un qui est élu avec ses voix. La troisième question. Bon, c'est pour expliquer ça, ce message que je viens de décliner tout à l'heure. Je veux que le peuple africain se tienne debout, se ressaisisse et sache que la solution n'est pas dans l'immigration. L'immigration, que la jeunesse africaine sache que la solution n'est pas dans le suicide de l'immigration. Que la solution n'est pas dans la lutte interethnique. On ne doit pas confondre le dictateur avec son ethnie. Chaque dictateur, dont celui de chez nous, il voudrait bien que nous, on s'attaque aux arabo-berbères. Parce que là, lui, il va se trouver en bonne position. Il va dire, venez,
venez, regroupez-vous autour de moi, je suis attaqué. C'est vous qui êtes attaqué. Mais non, même les arabo-berbères chez nous ne bénéficient pas du régime. Ils sont aussi laissés pour compte. Ils sont aussi avec nous. Ils militent avec nous. Parce qu'ils savent que le régime prétend que nous sommes le péril, nous sommes le danger, mais ils ont compris que le vrai danger, c'est le régime qui les vole, le régime qui les appauvrit, le régime qui détruit toutes les infrastructures du pays et qui s'adonne à la corruption. J'ai animé aussi cette conférence, j'ai animé ici à Dakar cette conférence, concomitamment à l'investiture du président faussement élu, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, à Nouakchott. Cette action est pleine de symboles. Parmi ces symboles, c'est que le Sénégal est le symbole de la pertinence des institutions et du parcours démocratique en Afrique. Le Sénégal a de fortes institutions démocratiques. Le peuple sénégalais s'est sacrifié, a lutté, a pu imposer la démocratie à ceux qui le gouvernent. Donc le Sénégal est une référence importante pour moi-même, étant donné que je suis, ou j'ai toujours voulu l'être, l'un des élèves du grand maître qui est Abdoulaye Wade. Maître, pas maître dans le sens d'avocat, mais maître dans le sens de mener des combats et pour obtenir des résultats pour le peuple. Et c'est Abdoulaye Wade, de mon point de vue, qui est le père de la démocratie sénégalaise. Et j'ai toujours rêvé de limiter et d'aider la Mauritanie à avoir elle aussi son Abdoulaye Wade pour qu'elle se démocratise. C'est très symbolique parce que moi-même, j'ai fait mes études supérieures au Sénégal, à l'université de Dakar. Oui. Moi-même, j'enseigne mes enfants à Dakar, ma femme vit à Dakar depuis 2017. Et j'ai même construit une maison dans un titre foncier en mon nom, au nom de ma famille ici à Dakar. Et mes enfants continuent à étudier ici. Donc le Sénégal est mon deuxième pays et je suis toujours dans le rêve de la réintégration de la Sénégambie, dont fait partie la Mauritanie, le Sénégal et d'autres pays de la sous-région, pour un même ensemble qui serait viable pour un développement économique adéquat pour les deux peuples. J'ai toujours emprunté à Senghor, lorsqu'il croyait à ça, le refus de la balkanisation de l'Afrique. Je ne suis pas pour cette balkanisation. Je ne considère pas qu'elle est définitive. Je considère que nos enfants, nos petits-enfants pourraient vivre dans un même pays. Que les frontières peuvent disparaître. Ça demande la volonté populaire, la volonté nationale. Donc, j'ai fait cette conférence de presse ici au Sénégal comme symbolique importante. C'est une réponse à la mafia des gabégistes qui est en train de fêter l'usurpation du pouvoir à Nouakchott. Je veux leur répondre à travers la terre de la démocratie qu'est le Sénégal. Et je pense que c'est un bon présage pour l'avenir de la Mauritanie. Concernant le pouvoir et ses avances qu'il aurait fait depuis le 29 juin, depuis le jour des élections, oui, le pouvoir a voulu répondre ou même devancer mes appels à la négociation pour régler les problèmes et désamorcer la crise en Mauritanie, la crise post-électorale. Mais le pouvoir, dans toutes ses avances répétées, n'a pas voulu aller à l'essentiel, c'est-à-dire reconsidérer les élections, qui sont des élections fausses,
et fraudé, reconnaître, libérer les partis politiques interdits, libérer les prisonniers politiques, accepter de recenser tous les Mauritaniens, accepter de redécouper électoralement la Mauritanie pour que tous les Mauritaniens, même au Sénégal et partout ailleurs dans le monde et en Mauritanie, puissent bénéficier d'une carte d'électeur, d'un bureau de vote à proximité pour qu'ils puissent voter. Voilà, la liste est longue des doléances que vous connaissez bien, que nous avons déclarées dans la presse. Le pouvoir n'est pas prêt encore à les accepter. Le pouvoir, il est dans les tentatives vraiment de tricher et les tentatives de tromper. Et nous sommes déjà suffisamment aguerris pour ne pas accepter ça. Une dernière question. Oui, c'est elle la dernière. Était à côté des réfugiés, des déportés, mais aussi à côté des veuves, des orphelins, des gens tués dans le cadre de l'opération ethnique contre les Noirs en Mauritanie. Qu'ils soient en Mauritanie ou ailleurs, leur combat, c'est notre combat. Ils sont une partie intrinsèque de notre programme. Et notre programme, c'est de les rétablir dans la justice. Je considère que la Mauritanie ne va jamais être en bonne santé tant qu'elle est amputée de ces 15 000 déportés au Sénégal et au Mali. Je considère que la Mauritanie ne peut pas revenir à la bonne santé tant que la question du génocide n'a pas été réglée par la vérité, la justice, la réparation et la mémoire. Je considère que mon engagement politique est dû en partie importante à cette question. Et c'est l'une des questions primordiales de mes activités et de mon programme. Je pense que l'État mauritanien est responsable de ce qui s'est passé pour les réfugiés, pour les déportés, et responsable des gens qui sont morts, de la mort des gens, et responsable du pillage qui a eu lieu, des viols qui ont eu lieu. Et je pense que c'est à la Mauritanie en tant qu'État, quand je dirige cet État, de venir rétablir la justice, la vérité, en éclaircissant les choses, en rendant justice aux gens, en réparant, en indemnisant, mais aussi en dressant des mémoriaux pour que jamais ceci ne se répète. Voilà, c'est ma position. Tous les moyens légaux prévus par le droit international et le droit national, qui est la lutte contre le faux et l'usage du faux. Et je considère que Kazouani est un faux et un usage du faux. Il n'est pas un président élu. Il est un président qui s'est imposé par la force brute, en massacrant les gens, en violant la loi électorale, en fraudant les élections et en utilisant la force pour bâillonner le peuple et pour s'imposer à lui. Donc, je mènerai contre lui la lutte de la même manière que les hommes intègres, militants, pacifiques ont mené les luttes contre tout dictateur. Moi, je suis parmi une coalition de 13 partis qui sont la coalition Biran Président 2024. La décision de l'orientation de notre combat, sa teneur et son intensité est dictée par cette instance. Tout ce qu'elle décide, je suis là-dedans. Bon, posons que nous avons toujours utilisé, ce sont les actions d'éclat. Ce sont les marches, ce sont les manifestations, ce sont les conférences de presse, ce sont les discours.
que nous utilisons pour informer le peuple, pour l'orienter et pour diriger ses pas dans la contestation quotidienne, sur le terrain et dans les médias. Nos moyens aussi, ce sont les contacts tous azimuts avec la communauté internationale des droits de l'homme et la communauté des démocrates sur le plan international. Dans les forums internationaux, dans les forums sous-régionaux, nous allons encore accentuer notre présence pour mettre la Mauritanie à rude épreuve dans toutes les institutions dans lesquelles elle est membre. Et nous pensons que sur ce que nous comptons le plus, c'est la mobilisation de notre peuple pour créer un rapport de force politique sur le terrain qui va amener le pouvoir à dégager et à partir. Voilà. Je veux dire que nos relations avec l'ONG Jamra sont des relations de deux organisations qui sont alliées dans le sens de défendre la justice, défendre le droit, dans le sens de construire l'Afrique sur la vérité, de construire l'Afrique sur l'égalité, de construire l'Afrique sur la fraternité par les moyens pacifiques et en utilisant les moyens de notre peuple, nos ressources religieuses, culturelles et historiques qui regorgent d'exemples qui sont capables d'être visités et revisités pour créer la différence. Voilà. Et la présence rayonnante de l'Afrique, des Africains et des peuples africains dans le monde. Voilà. loolu moo tax du ñu bëgg def lu nu war a def pour que Afrique jëm kanam. Pour loolu du ñuy défendre droit de l'homme ak aada africain yi ci sunu réew yi, mais surtout du ñu bëgg sunu réew yi ak sunu askanu réew yi ñu dund démocratie, c'est-à-dire nguur yi di yelif fii ñu ci bare toppatoo ñu lu am njëriñ pour askan. Par exemple nguuru Mauritanie ak yeneen nguur yu bare ci li ñu nekk du ñuy sàcc seen réew, sàcc seen askan, seen peuple. te réew yi comme Mauritanie bare nañu koom-koom, mais koom-koom bi ñoom ak seen xarit yi ci réewu tubaab yi du ñuy complot peuple bi, te complot bi weesu na affaire koom-koom. nit ñi ñoo ngi xiif, ñoo ngi mar, amuñu liggéey, amatuñu sax yaakaar, amatuñu espoir. léegi xale Mauritanie ak xale Sénégal ak xale Gambie ñu ci bare du ñuy dem bitim réew, du ñuy dee ci biir géej gi parce que espoir amatul. mais réew comme Sénégal wala comme Nigéria wala comme Ghana espoir bi mën na des, mën na am toujours lueur d'espoir parce que day am changement toujours ci réew yi parce que am na démocratie. mais ñun ci sunu réew yi y a pas d'alternance, démocratie changement amul. ñii doon yelif depuis le coup d'état de 1978 en Mauritanie contre Mokhtar Dada ba léegi ñoo ngi fi. ñoom seen doom yi, seen sët yi, seen jabar yi, seen goro yi, seen xarit yi, seen àndandoo, seen bëkk néeg
ñoo fi nekk toujours di reproduire seen pouvoir ñoo fi nekk di sàcc ñoo fi nekk di buub lépp ñoo fi nekk di tëj buntu yaakaar pour ñeneen yi même nit ñi suñu amee diplôme suñu amee xam-xam suñu mënee liggéey mais duñu am ñoom ñooñu ñooy am duñuy séddalee liggéey ci réew mi koom-koomu réew mi te bëgguñu changement am moo tax ñu verrouiller ñu tëj buntu démocratie buntu changement démocratique parce que ñun la coalition Birame président 2024 constituée de 13 partis d'opposition fukk ak ñetti partis opposition ñëpp duñu leen di interdire pourquoi parce que duñu opposé dëggantaan caaxaanuñu deuxièmement mën nañu daaneel nguur gi dans des élections régulières su fekkee njub am na si woote mais lu tax ñun ñu gën di révolté wu lu tax institutions comme l'Union africaine comme l'Union européenne comme les Nations unies ak réew dëkk bu xam démocratie comme dëkku Europe dëkku Amérique du Nord ak certains dëkk bu nekk fii Afrique pourquoi ñu soutenir nguur bu nungul démocratie bu def démocratie caaxaan par exemple su fekkee tous les partis d'opposition au Sénégal duñu leen interdire depuis le début jusqu'à maintenant benn parti la ñu légaliser parti au pouvoir ak parti yu topp le pouvoir xaalisu nguur gi yëpp parti au pouvoir moo ko moom def see campagne jël si ay oto jël si lu mu bëgg su fekkee même recensement bi pouvoir bi day recenser nitam mais day bañ recenser opposition nitu opposition comme lu ñu am Mauritanie su fekkee fii par exemple comme Sénégal bari na Mauritanien à peu près 300 000 Mauritaniens nguur gi xam na suñu voté duñu vote dans l'opposition nguur gi bañ def fii bureau de vote contre 300 000 Mauritaniens si Sénégal ils ne peuvent pas voter parce que le pouvoir veut gagner il veut diminuer l'opposition CENI ak conseil constitutionnel ñooy deux institutions ñoom ñooy gérer démocratie ñooy atte si démocratie attekat yi nag ay bëkk néeg la ñu si réew mi du ñuy topp ñooñu du ñuy topp kii mus def ñaari coup d'état wala ñett dafa amoon xaritam président kooku dem moom mu nekk président si place am toujours dëkk si fraude coup d'état militaire wala coup d'état électoral ñooñu ñaari góor yooyu duñ ko doon topp depuis le début de sa carrière de coup d'état et de fraude électorale mu tabbaleen mu jël leen mu ne ñooy atte si démocratie conseil constitutionnel ñooy atte ci commission électorale nationale indépendante te ñoom atte wu ñu dara lu mu bëgg moom lu ñuy def mais lii c'est pas de la démocratie ba pare ñu def loolu yëpp jël xaalisu réew mi campagne si ñun amuñu xaalis ñun askan bi rek moo ànd ak ñu mooy cotiser pour dimbali candidat Birame ba ñu wakkaleen daana leen si jël la bu set wecc dans toutes les villes toutes les agglomérations urbaines fu am dund daanu nañu foofu fu amul dund nag dans le désert ñu fab ay liste électorale bind si ay nit de manière arbitraire nit ci sax yéeguñu yóbbu leen yóbbu foofu kayit yi nit yooyu nit beneen nit ba par exemple dans chaque centre de vote du désert il y a 10 000 votants ou 7 000 votants ou 5 000 votants ou 3 000 votants ou 1000 votants 1000 votants yi ñëwuñu mais 10 votants ñoo ñëw ñu voté pour ñëpp 3000 votants ñëwuñu mais 100 votants moo ñëw voté pour ñëpp te bu représentant opposition suñu représentant bu ñu waxee gendarme yi dóor leen sote leen ñoom ak waa CENI ba ñu def seen forfait te lii ñu dis tey ay président réew démocratique di dem tukki foofu toog foofu di wax ñoo ngi gërëm ñoo ngi félicité kii def il est élu de manière démocratique mais ça c'est du faux loolu moo tax ñun nous sommes là dans le combat on appelle ñu oote pour jeunesse mauritanienne jeunesse africaine
ñu taxaw ba dindi lii ba dindi ce genre de mensonge ñu dindi ko ba ñu defar réew ak une vraie démocratie voilà bi mooy kàddu